Bienvenue sur Entrepreneureuse, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des initiatives innovantes. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, s'engagent et transforment le monde à leur échelle. Entre audace, équilibre et impact, chaque épisode est une source d'inspiration. Alors, prête à explorer ces histoires fascinantes ? C'est parti, installez-vous confortablement et bon épisode. Bonjour Gaëlle. Bonjour Charline. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je te propose qu'on commence cette interview par une question brise-glace. Si tu devais choisir un super pouvoir pour t'aider dans ta carrière politique, lequel serait-ce et pourquoi ? Alors, je vais dire un super pouvoir, mais plus pour aider la politique que ma carrière politique. Je serais un peu comme la fée bleue dans Pinocchio, c'est-à-dire que tous les hommes et les femmes en face de moi, s'il y a un mensonge, leur nez il va s'allonger. Parce que je pense que voilà, on est beaucoup miné par ça, un peu à tous les niveaux et en politique encore plus. Là, Bérou, je crois que son nez il s'allongerait très très fort avec l'histoire de ce qui se passe avec le collège et lycée Bétarame, quoi. On a des victimes, des enfants et voilà. Donc je serai la fée bleue dans Pinocchio. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Quel a été le déclic qui t'a donné envie de t'engager ? Alors, j'étais pas du tout dans la politique avant mes 45 ans presque, en fait. J'ai une carrière scientifique, en fait. J'ai fait un ingénieur agronome et puis après, j'ai fait un doctorat en écologie. Quand j'étais petite, je voulais être volcanologue ou météorologue, tout ça. Donc, et j'étais passionnée, en fait, par tout ce que faisaient les autres chercheurs. Donc, je me suis dirigée vers le journalisme scientifique. J'ai été journaliste pour l'émission C'est pas sorcier. J'ai fait 5 émissions. Là, c'était vraiment formidable. Et après, j'ai écrit des articles de vulgarisation scientifique, par exemple pour l'Agence spatiale française. Et donc, j'ai beaucoup écrit sur les impacts du réchauffement climatique, la perte de biodiversité. Et donc, toutes ces actions. Et puis aussi, j'ai habité en Sud-Touraine, à Sainte-Maure-de-Touraine. Et on a été confronté à l'élargissement de l'autoroute A10. Et donc là, je me suis mis dans une association pour essayer de limiter les impacts au niveau de la faune, la flore, mais aussi les impacts du bruit sur les habitations, sur le paysage. Et je me suis rendu compte, en étant vice-présidente de cette association, du poids des lobbies, du poids de Vinci et de tous ces mensonges aussi que je disais au début que j'aimerais qu'ils disparaissent. Et puis je me suis rendu compte aussi que parfois, il suffit d'être 4-5 personnes bien organisées pour faire bouger les choses ou au moins faire peur à des grands groupes. Et donc, ça a été un peu un déclic pour me lancer, pas dans la politique, mais en tout cas dans une action militante. Oui, donc ton parcours est cohérent au fur et à mesure. C'est juste ton engagement finalement qui s'est renforcé au fil du temps, quoi. Et puis aussi l'opportunité qui m'a été donnée, en fait. J'y pensais pas. Et puis un jour, on m'a proposé d'être sur la liste aux élections régionales. Et donc je dis bah oui, bah banco, parce que c'est vrai que quand j'aime bien, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc je me suis dit bah ok, là je vais m'engager à fond en politique. Du coup, on allait y venir, mais est-ce qu'il y a une rencontre ou un événement marquant qui t'a poussé à faire le grand saut dans la politique ? Si tu commences à nous le raconter, est-ce que tu peux le détailler un petit peu plus, s'il te plaît ? Donc c'était en 2021, c'était lors des élections régionales. On m'a proposé d'être sur la liste. Et ce qui a été vraiment un peu le déclic, c'est que je dis j'ai une fille, j'ai une fille de 13 ans, une ado, et je me suis dit si on veut que le monde politique change, si on veut qu'il y ait plus de femmes en politique, il faut peut-être pas que t'attendes, Gaëlle, que ce soit ta fille qui aille, non, il faut que ce soit toi qui ouvre le chemin pour ta fille et puis les millions de filles qu'il y a derrière pour qu'elles aient des modèles. Et voilà, je me suis dit, bah, banco. Et c'est vrai que c'est vraiment ma fille et le féminisme qui m'a fait vraiment sauter le pas. Et est-ce que la politique, du coup, c'est quelque chose auquel tu pensais déjà un peu avant, ou vraiment c'est là quand on t'a proposé, où tu t'es dit ah bah oui, pourquoi pas, et quel a été aussi le défi du coup que tu as relevé en cours de route pour accéder à ce milieu-là? La politique, c'était vraiment pas une évidence. En fait, c'est du jour au lendemain un peu que j'ai sauté dedans. Et pour tout dire, même le mot démocratie, je pense qu'on l'utilise tellement, je savais même pas ce qu'il y avait derrière, en fait. Et donc, je me suis remise à étudier, à me former. J'ai l'impression d'être devenue étudiante en faisant de la politique. Et je trouve ça formidable en tant que femme. J'avais des enfants qui étaient grands aussi, hein, donc ils avaient
13-15 ans. Et donc, ça m'a permis de me reformer. Quel défi j'ai eu à faire face ou à relever? Non, pas plus que ça, en fait. J'ai pas forcément de défi. Je sais qu'on est très bien encadré. Enfin, on fonctionne dans un groupe politique, donc dans un climat très bienveillant. Donc, on apprend les uns les autres et on avance ensemble. Selon toi, c'est quoi les plus grands obstacles qui empêchent encore les femmes d'entrer en politique? On sait que les hommes ont beaucoup plus de facilité d'accéder à la politique. Toi, est-ce que déjà tu as eu des obstacles? Et selon toi, quels sont les obstacles de manière générale? Alors, selon moi, il y a 3 obstacles. Le principal, quand même, c'est le temps. Le temps que les femmes ont dans leur journée, en fait. On travaille 1h30 en moyenne de plus sur des tâches ménagères et parentales. Donc, au bout de la semaine, ça fait un jour par semaine qu'on fait en plus que les hommes. Bah, ça sera un jour qu'on ne va pas faire de la politique. Donc, on a déjà des journées, des doubles journées, donc les triples journées avec la politique ou les quadruples, voilà, on peut pas. On a un emploi du temps qui est restreint. Deuxième, c'est l'argent, je pense aussi. Bah, les femmes gagnent moins, donc elles peuvent moins se permettre de perdre, enfin d'avoir moins d'argent si elles se lancent en politique. Et puis la confiance en soi, les possibilités. On a un peu le syndrome de l'impostrice, de l'imposteur. Et je pense que pour ça, les lois de la parité ont été d'un grand bienfait pour justement permettre aux femmes d'y aller parce qu'il y avait des places qui étaient disponibles pour elles et sinon on serait toujours à un taux et une proportion de femmes dans les villes et dans les régions partout très faible, quoi. Est-ce que tu as rencontré, toi, des résistances, des stéréotypes ou des moments où tu t'es dit ah bah, si j'étais un homme, ce serait plus simple, quoi? Alors personnellement, je n'ai jamais rencontré de résistance et je me suis jamais dit si j'étais un homme, ce serait plus simple. Je pense que en fait, là même d'être une femme, je joue avec ça. Je joue avec ça et je me dis, Gaëlle, bah justement, il faut qu'il y ait la parité là dans cette table ronde, dans cette représentation, dans ces prises de parole. Et ben voilà, donc tu y vas. Donc je joue avec ça et j'ai de la chance moi d'être dans une collectivité où je n'ai pas à me dire que si j'étais un homme, ce serait plus simple. Et comment tu le ressens? Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'évolution? Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir par rapport à ça? Alors, je crois qu'il y a les 2 côtés. Donc oui, je suis optimiste, je crois qu'il y a des évolutions. Récemment, au conseil communautaire de la métropole de Tours, il y a eu un événement autour d'un vice-président qui a ramené les femmes autour du vernis à ongles, de leur poêle à frire. Et il y a une sororité autour des femmes élues. Elles se sont levées et elles sont sorties pour dénoncer ce misogynisme. Et donc voilà, donc je pense que les mentalités évoluent, mais on voit très bien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis qu'on peut avoir un backlash très fort, qui finalement ça peut aller retourner en arrière encore de manière encore plus forte. Donc je pense qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant et vigilante sur ce qui se passe en France et dans le monde entier. Et justement, comment on pourrait faire pour résister un peu à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? On voit, c'est ce que tu disais aux États-Unis, le contexte actuel, qui est un gros pas en arrière. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui pourrait nous arriver en France? Et si oui, comment on peut faire pour bah, ne pas y arriver et résister? Oui, totalement. Ce qui arrive aux États-Unis peut arriver en France. Lors de la dernière commission régionale, le parti Rassemblement national a dit, vous savez, quand on sera aux affaires, ça sera plus comme ça. Le parti d'extrême droite est en train déjà de se préparer à être aux affaires et ce qui se passe aux États-Unis va arriver en France s'ils arrivent au pouvoir. Donc il est essentiel que on s'indigne, qu'on résiste, qu'on se mette en réseau les uns les unes, les associations, les militants, qu'on en parle autour de nous. À Noël, je lisais le livre de Salomé Saké, Résister. Il est essentiel aussi que, bah voilà, qu'on prenne des abonnements à des journaux indépendants, qu'on lise autrement, qu'on essaye d'éveiller son esprit critique et qu'on sorte de ces bulles en fait dans lesquelles les réseaux sociaux et des médias mainstream nous enferment. Enfin, c'est plus des médias d'opinion que d'information. Et je reviens à ma fée bleue et Pinocchio. Je veux dire, il y a tellement des mensonges qui sont professés sans remise en cause. Ce que des chroniqueurs disent, c'est des opinions, ce n'est pas des faits, ce n'est pas vérifié. Il y a toute une charte de journalisme. À Tours, là, bientôt, on va avoir les assises internationales du journalisme au mois de mars. Je pense que c'est vraiment important de soutenir ce qui se passe. Moi, j'essaye de pousser aussi l'éducation aux médias et l'information auprès des jeunes pour se rendre compte que comment se passe
la création d'une émission, d'une radio, d'un podcast. Voir les coulisses, c'est important, je trouve. On prend du recul et puis voilà, vérifier les sources. Mais en parlant des médias, la télé, selon toi, ça a quel impact du coup sur les gens, sur l'information et quels seraient les médias du coup à suivre pour s'informer autrement que par le biais de la télé? Alors, c'est vrai que la télévision, je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne la regardent plus. Donc, en fait, chacun se met dans ses petites bulles de ses réseaux et de ses sources d'information. Le problème, c'est que maintenant, on s'informe dans des réseaux sociaux ou sur des plateformes qui disent des choses différentes et aussi qui mettent à niveau toutes les informations. Il y a une politologue française qui disait, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on est submergé d'informations où toutes se valent autant les unes que les autres. C'est-à-dire, je sais pas, telle actrice en slip que tel acteur de foot, que la remise en cause des droits de telle population, enfin, et ou la guerre en Ukraine. En fait, tout se valent et on ne sait plus ce qui est important et on n'arrive plus à faire le tri. Donc il y a Hannah Arendt, qui est une philosophe politologue allemande, qui disait quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et l'on peut faire ce que l'on veut d'un tel peuple. On y est. Mmh. Donc en fait, pour résister, ce serait de s'informer, de se cultiver, d'aller à la rencontre des autres, de lire, enfin par tous les moyens en fait d'avoir aussi du savoir et de pouvoir se défendre par le biais de ce savoir. Et aussi de rencontrer les gens en physique, de refaire du lien humain en fait. Mm. C'est vrai que la technologie et moi l'intelligence artificielle me fait très peur en fait, c'est qu'on va être encore plus enfermé dans ces bulles de pensée, d'imaginaire. Et il est important que on reconnecte du lien. On le voit bien même, je pense, vous, moi, dans nos bulles WhatsApp en fait, le fait que ça tout est numérique, on perd cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle un peu. Empathie Et aussi. voilà. Et on se dispute plus, enfin on prend des positions clivantes, même dans nos propres bulles de pensée militante. Voilà. Oui, je repars sur du coup les inégalités de genre en politique. Ouais. Est-ce que tu trouves que quand on est une femme en politique, on est jugé différemment? D'abord, on va être jugé sur son physique. Donc on est jugé différemment parce que dès qu'on est une femme en politique, on va être jugé voilà, sur comment on est habillé, comment on est coiffé. Et donc ça, moi, je trouve que c'est déjà un biais important et moins sur le fond et que sur la forme. D'ailleurs, c'est pour ça que je me laisse pousser mes cheveux blancs parce que Et je c'est pense que génial. c'est important. On accepte les cheveux blancs des hommes, on n'y pense même pas. Et une femme avec des cheveux blancs, bah, voilà, on va peut-être faire penser à autre chose. Et je pense que c'est important que nous, entre femmes politiques aussi, on ne se juge pas les unes entre les autres. C'est important aussi que on dépasse voilà ces habitudes qu'on a à se juger sur le physique et l'habillement. Il y a une grosse rivalité par rapport à ça et puis aussi à la valeur associée au physique. Et c'est très difficile du coup d'être une femme et de se dire ah non, ma valeur ne se résume pas juste à qui je suis corporellement, mais aussi à tout ce que je véhicule, à la gentillesse, j'en sais rien, à l'intelligence. Donc oui, il y a encore du chemin là-dessus. Est-ce que tu as remarqué des différences dans la façon dont on écoute, on soutient, on critique les femmes politiques par rapport aux hommes? Clairement, il y a une différence. Je le vois à la région, dans les assemblées générales, on va facilement plus couper les femmes quand elles parlent. On va moins les écouter. Il faut savoir, j'ai appris ça récemment. C'est vrai que notre timbre de voix est différent, on est peut-être plus aigu, mais les micros ont été paramétrés sur des voix d'hommes. Et donc, ils vont amplifier plutôt des voix graves et les voix aiguës comme les nôtres vont peut-être sentir plus nasillardes ou en tout cas. Et il y avait tout un, voilà, les micros, la technologie, en fait, le monde a été pensé pour les hommes. Donc, on va plus facilement couper les femmes et on va peut-être aussi plus facilement les envoyer au front quand la situation est impossible. On appelle ça le système de paroi de verre en fait. Donc, le plafond de verre, c'est on a du mal à monter dans les fonctions voilà ou des carrières professionnelles plus hautes. Paroi de verre, c'est aussi on va nous envoyer sur le front quand c'est sûr qu'on va glisser et tomber.
Valérie Pécresse, pourtant c'est pas mon bord politique, à la présidentielle, ils savaient que de toute façon, je pense les Républicains que c'était mission impossible. Bon, bah on va envoyer une femme comme ça, au moins c'est elle qui se prendra la claque. Et puis en plus, ils l'ont pas aidé. Enfin, voilà, ils ont fait tout un contexte et des discours qui n'étaient pas du tout adaptés à, à elle, en fait, à Valérie Pécresse, et ils l'ont envoyée sur la parole verte. Faut pas faire de généralité. Il y a beaucoup, enfin, moi je vois dans mon parti et ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui veulent justement encourager parce qu'ils voient bien justement le bienfait que les femmes en politique, qui sont plus sur la coopération que la compétition, en fait, apportent pour eux-mêmes. Et Gisèle Halimi, j'aime beaucoup sa phrase, et elle dit que tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société. Et c'est le cas aussi, donc ça fait aussi avancer les hommes, ça donne un climat plus apaisé. On est vraiment plus dans la coopération. Moi, je le vois au niveau de la région, on est des femmes de partis politiques différents et on a beaucoup plus de sororité et on est moins tels des coqs à se battre pour le maïs. On va plutôt essayer de mieux répartir tout le maïs qui existe par terre pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et si tu avais le pouvoir de mettre en place une seule réforme pour accélérer l'égalité femmes-hommes, ce serait quoi? C'est la question piège, hein, parce qu'on sait bien qu'il n'y en a pas une seule. Et alors, je vais en dire une, mais je sais même pas si c'est possible, hein, parce qu'il faudrait une réforme où, en fait, on ait le partage des tâches ménagères et parentales à égalité. Et je pense que ça changerait tout, en fait. Ça changerait beaucoup de choses, mais bon, on va pas rentrer dans la vie des gens et des couples, mais voilà. En espérant que ça s'infuse quand même. Quel rôle les politiques, selon toi, doivent-elles jouer pour faire bouger les lignes? Ils peuvent avoir un impact assez fort. Comment justement ils peuvent avoir de l'impact auprès de tout le monde? Nous, en politique, on l'a vu en mettant des lois sur la parité, mais je pense dans d'autres domaines, on peut mettre aussi enfin, l'égalité salariale pour les hommes et les femmes. Au niveau de l'éducation, on voit bien que les différences sont flagrantes dès le CP pour les filles en maths, en fait. Et c'est vrai que la manière dont un enseignant ou une enseignante parle aux filles et aux garçons est différente, c'est déjà genré. Puis c'est plus les filles à faire des sports un peu masculin, comme on dit, et l'inverse aussi, enfin, leur donner plus la parole. Au niveau du lycée, on voit bien la réforme Parcoursup, enfin, la réforme Blanquer du lycée, c'est une catastrophe. Il y a de moins en moins de filles qui vont dans la carrière scientifique. On est 20 ans en arrière. Enfin, je veux dire, et en plus, c'est mauvais pour les filles et pour les garçons aussi. Enfin, je veux dire, il y a plus de santé, la santé mentale des jeunes lycéens, enfin, elle s'est détériorée à cause de cette compétition, en fait, de cette recherche de la performance, de l'excellence. Je veux dire, on a une société là qui favorise les premiers de cordée. Et c'est pas ce qu'on veut pour notre société. On veut une société égalitaire et on voudrait que tout le monde s'y retrouve. Et donc moi, au niveau du lycée, il faut revoir complètement cette réforme. Il faut refaire des classes, il faut remettre de la coopération. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et alors c'est vrai que voilà, il y a ces deux aspects. Il y a des aspects qui doivent être par les lois et d'autres tout ce qui est au niveau changement culturel et profond. Mais on le voit bien, même la loi pour avoir une éducation affective et à la vie sexuelle dans les collèges, même à la primaire, collège et lycée, on a du mal à le faire passer, alors que c'est des choses quand même toutes simples où tout le monde s'y retrouverait. Donc il faut ces lois, il faut un changement culturel. Parfois le changement culturel doit passer avec des lois, parfois ça doit être les deux. Le changement MeToo, c'était pas des lois, hein, c'est la société et c'est super ce que ça enclenche. Mmh. Donc faut pas hésiter à y aller les filles. Au-delà de ton travail politique, quelles actions tu mets en place au quotidien pour défendre tes valeurs? Alors pour les valeurs d'égalité femmes-hommes, Oui, tout ouais, à donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un garçon et une fille. Donc à la maison, hein, on, c'est on bien. fait bonne la répartition des tâches. Puis au quotidien, c'est au quotidien. Enfin, j'ai divorcé en fait aussi. Donc c'est vrai que comme maintenant je suis toute seule, c'est plus facile à gérer tout ça. Donc puis au niveau de l'écologie, je fais du vélo. Est-ce qu'il y a une cause ou un projet qui te tient particulièrement à cœur en ce moment, en lien toujours avec l'égalité des genres? Tout ce qui est, j'en ai parlé ouais, au lycée, l'aspect du numérique, l'aspect de l'intelligence artificielle qui se base sur des données qui vont être très genrées, pro-masculin. Je crois il y a vraiment un risque. Et donc tout ce qui est éducation aux médias et à l'information, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut éveiller les consciences et alerter.
Est-ce que tu as des ressources à partager à nos auditrices, auditeurs pour justement qu'ils puissent éduquer leurs enfants ou du moins se renseigner pour justement éduquer leurs enfants de manière non genrée ou du moins moins genrée, moins marquée, quoi. Au quotidien, je pense que si vous êtes dans un couple où l'équilibre existe déjà, en fait, c'est tellement un modèle qu'on a pour nos enfants, c'est la base, en fait. Je pense qu'il faut pousser les filles à sortir de, de leur zone de confort, à aller vers des sports ou des métiers qui semblent loin de leur portée. Il faut sortir de ce syndrome de l'impostrice. Il faut oser prendre le pouvoir. Enfin, c'est pas le pouvoir, en fait, c'est partager. Nous, on est dans la coopération, c'est ça vraiment, et le partage avec les hommes et les femmes. Et tout le monde, enfin, ce sera gagnant tellement pour chacun et chacune. Donc les astuces, mettre en pratique au quotidien les valeurs et parler des valeurs. En fait, on n'en parle plus. Je me rends compte que dans notre société, on est tellement basé sur la consommation qu'on oublie beaucoup des valeurs d'humanité et de simplicité, en fait. Est-ce que tu as un modèle ou une femme qui t'inspire et dont tu aimerais suivre le parcours ou peut-être qui te donne de l'élan justement de continuer de faire ce que tu fais? Je n'ai pas une femme ou modèle, en fait. Je pense qu'on a tout à trouvé notre voie, mais c'est vrai que depuis que je m'intéresse à la politique et à la cause de l'égalité femmes-hommes, c'est vrai que Gisèle Halimi, je veux dire, c'est vraiment une personne inspiratrice qui luttait contre les injustices. Mais il y a aussi des femmes, c'est Claire Nouvian qui est une écologiste qui se bat contre les enfin, pour l'océan, pour les espèces marines. Elle a, avec une petite association, je veux dire, elle a fait des choses formidables. Elle milite et fait du lobbying auprès de l'Europe pour justement préserver nos ressources. Voilà, je pense je n'ai pas une seule femme, en fait. Il y a plein de femmes qui sont inspirantes et il y en a beaucoup. Mm. Est-ce que tu as déjà eu, toi, des moments de doute dans ton parcours ou même encore à l'heure actuelle dans la politique? Est-ce que voilà, tu as déjà eu des moments d'incertitude? Je n'ai pas eu de moment de doute, mais là, j'ai des moments de crainte. J'ai des moments de crainte là actuellement, avec l'arrivée de Trump et Elon Musk au pouvoir aux États-Unis, quand je vois aussi justement l'impact et la puissance des réseaux sociaux sur les jeunes, sur les adultes, sur toute la population. Enfin, pour moi, depuis 2-3 ans, on a une manipulation de masse énorme, hein, et donc voilà, j'ai vraiment peur dans quelle direction va le monde. Et comment tu fais pour ne pas être démissionnaire et continuer enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui baissent un peu les bras? Je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui n'ont plus la force de lutter, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles reprennent espoir et qu'elles continuent de mener des petites actions au quotidien? Je pense qu'il est essentiel, c'est de d'adhérer ou de rentrer dans des collectifs ou associations pour être plusieurs. C'est vrai que toute seule ou tout seul, on va vite se replier en disant que c'est perdu d'avance. Mais si on est plusieurs, ça change la vie. Hier, j'étais déprimée. Alors, je suis écologiste. Alors, j'ai écouté Marine Tournelier sur France Inter et après, j'étais repartie, quoi. Et donc, je pense que vraiment, il faut qu'on s'entoure de personnes qui puissent aussi nous emmener dans la bonne direction. Et voilà, il faut vraiment se rassembler, physiquement. On va passer à ton équilibre vie pro, vie perso. C'est pas facile de trouver un équilibre. En plus, tu fais beaucoup de choses. Je suppose que tu as un emploi du temps chargé. Est-ce que tu arrives à quand même prendre du temps pour toi, pour tes passions, ou pour voilà, tes loisirs Alors alors tout de suite personnellement, on pense à ses enfants. Voilà, donc moi j'ai 2 ados qui sont grands, enfin 15 et 17, donc c'est vrai que je suis sortie de la période où je devais être là. Je pensais même pas être en politique et je n'aurais pas pu être en politique pour mon équilibre personnel intellectuel, hein, en fait, je n'aurais pas pu. Donc là maintenant, en fait, je suis toute seule, célibataire. Ça a les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire que la politique, voilà, c'est mon compagnon, ma compagne, en fait, et le temps que je l'ai, je le donne pour la politique. Et personnellement, mes petites bulles, en fait, c'est quand je fais du sport, voilà. Quand je fais du vélo aussi. C'est tout bête, hein, mais juste de prendre son vélo pour aller, hop, d'un seul coup, on a le sourire aux lèvres et hop,
on a son téléphone qui est dans le sac, donc on peut pas le prendre. Et quand on fait du sport, donc je me suis mis à l'aviron là sur le Cher. Le matin, samedi, toute la matinée, 9h30, 12h30, le téléphone il est dans le vestiaire. Donc c'est vraiment voilà de faire du sport et puis aviron, fitness, enfin, un peu de sport ce soir-là aussi, ça fait du bien. Et puis la nature, ça ressource. C'est l'avantage de l'aviron, c'est qu'en plus, tu es immergé dans la nature. C'est ça, et je pense qu'on a besoin de se reconnecter justement à cette nature. C'est Bruno Latour qui disait qu'on a besoin d'atterrir. Peut-être qu'on atterrisse en fait de notre intelligence artificielle à remettre les pieds et les mains dans la terre en fait. Et puis ça rend heureux, on le voit bien. Enfin, il y a des phéromones, enfin des hormones, il y a des plein de choses quand on retourne aux sources. Humain, homme, ça viendrait de humus, terre, enfin, important de se reconnecter. Et puis c'est vrai que finalement, les petites choses, les petites joies, on les oublie presque qu'elles sont dans des trucs simples en fait, dans une balade au bord de l'eau. Moi, j'adore l'eau par exemple. Une petite balade au bord de Loire, une balade, je sais pas, en forêt, un petit thé au soleil. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça, mais on l'oublie, je pense, au quotidien. Sauf que la société, en fait, nous pousse à augmenter le PIB, le produit intérieur brut. Et alors, il faudrait faire comme au bout de temps, il faudrait plutôt parler du BIB, le bonheur intérieur brut. Enfin, on voit bien que c'est pas la fortune qui va rendre heureux, c'est des petits bonheurs quotidiens aussi, en ayant bien sûr assez d'argent pour chauffer, manger, tout ça, mais c'est une meilleure répartition des richesses dont on a besoin et pas un accroissement des richesses. Et surtout que les bonheurs, finalement, les plus simples sont ceux qui coûtent pas cher. Donc à partir du moment, c'est ce que tu disais, où on a un toit, de quoi manger, qu'on a vraiment la sécurité qu'il faut, après, c'est des activités qui peuvent être toutes simples et super belles. Même, on parlait de créer du lien, des moments entre amis, avec ses proches. Enfin voilà, il y a des petits bonheurs partout. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'avais avec une amie qui s'est cassé la colonne vertébrale et qui me disait, mais en fait, ça rend hyper humble quand on a un accident parce qu'on ne remercie pas, c'est notre corps au quotidien de nous porter, de marcher, de manger, de digérer. Et c'est vrai que ça ramène à des choses qui sont finalement belles et simples et qu'on oublie au quotidien, qu'on n'a pas besoin des réseaux sociaux et de l'IA et toutes ces choses. Est-ce que tu as des astuces toi, pour ne pas te laisser dévorer par le travail et garder une vie perso épanouie? Mon astuce, c'est de cacher son téléphone. Et puis de faire du sport. Moi, je garde vraiment mon dimanche aussi, rien que pour moi. Pas de représentation, pas de choses. Et puis, ouais, essayer de couper du téléphone, hein. C'est addictif, hein, c'est une drogue, donc essayer vraiment de débrancher. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'aimerais conclure sur une petite question. Si tu pouvais donner un conseil à une jeune femme qui hésite à se lancer en politique, qu'est-ce que tu lui dirais? Si elle hésite, c'est qu'elle y est, donc il faut pas qu'elle hésite, il faut qu'elle se lance. Enfin, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et donc, je pense que on a besoin d'elle. On a besoin d'elle pour l'égalité femmes-hommes, on a besoin d'elle pour toutes les autres politiques, en fait, parce que on a été élevés, on a grandi différemment, plus dans la coopération, et que moi je suis dans un cadre incroyable. Il faut qu'elle soit bien dans un monde politique bienveillant. Faut y aller, faut porter des valeurs. Et si ça marche pas, elle retourne en arrière. Mais au moins elle a lancé, elle a essayé et qu'elle y aille. Merci beaucoup. Merci Gaëlle en tout cas. Et puis à bientôt. À bientôt.